Quand on parle de Niki Lauda, on évoque souvent son accident au Nürburgring en 1976 qui l'aura marqué à vie, ou bien de sa rivalité avec James Hunt cette même année, une saison qui fait partie des annales de la Formule 1. Mais on ne va pas parler de tout ça. Enfin, ce n'est pas ce sur quoi on va se concentrer en principal. Niki Lauda, c'est une légende, et ça, personne ne pourra dire le contraire. C'est un homme aux 3 vies, comme on le dit souvent. On l'appelle et l'appelait l'ordinateur ou bien le rat. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier chez ce pilote, c'est sa personnalité. Une façon d'être qui en aura marqué plus d'un dans les paddocks. C'est une vision de voir la vie bien propre à lui-même, une franchise, une intelligence, un obstiné, un déterminé, et un humoriste aussi, on peut le dire. Et tout ça l'a amené à ses 3 titres de champion du monde, et du monde, il en aura marqué. Dans ce premier épisode sur Niki Lauda, alors il y en aura 2 au total, on va parler de sa détermination, de sa persévérance, parce que s'il ne l'avait pas été dès ses débuts en sport automobile, l'histoire aurait été bien différente pour le jeune Niki de l'époque, et du courage, fallait en avoir. Niki Lauda est issu d'une famille riche qui fait partie de la grande bourgeoisie autrichienne et qui est très importante et très influente dans l'économie de son pays, mais sa famille n'est pas forcément d'accord avec sa passion pour les sports automobiles. En réalité, c'est plutôt son grand-père qui n'est pas trop d'accord avec ça, c'est lui le pilier de la famille, et on peut dire que Niki n'était pas vraiment en accord avec son grand-père, surnommé le vieux Lauda. À peine 12 ans, il lui écrivait une lettre pour lui faire part de sa déception après l'avoir vu à la télévision recevoir une médaille avec fierté de la part des socialistes alors qu'il les dénigrait tout le temps. Et déjà à cet âge-là, on voit qu'il n'a pas peur de s'opposer au chef de famille, ça vous donne une petite idée du personnage. Alors Niki aurait pu avoir une vie facile, comme il le disait, avec des demeures et des maîtres d'autres, mais lui, il n'a pas vraiment envie de ça. À 17 ans, il sait qu'il veut être pilote de Formule 1, et encore mieux, il veut être champion du monde de Formule 1. Il est déterminé à faire de sa vie sa passion, et ça par tous les moyens. Alors son père non plus n'est pas vraiment pour les sports automobiles, et encore moins son grand-père qui disait « Un Lauda doit figurer dans les pages économiques du journal, pas dans la rubrique sportive ». Et là, il allait être servi. En plus de ça, les liens familiaux lui étaient insupportables à cette époque-là, et il le savait que s'il voulait vivre de sa passion, il devait partir. Et c'est ce qu'il fait. À 18 ans, il quitte le foyer familial. En 1968, il s'achète une Mini Cooper S. Et ça, bien sûr, sans le dire à ses parents. Avec cette voiture, il remporte plusieurs courses de côte. Mais vient le jour où son père la prend et il lui coupe les vivres. Niki doit donc se débrouiller seul et avec ses propres économies. Et il décide de changer de voiture pour passer à une Porsche 911. Et là, les dettes commencent déjà à arriver. 1969, direction la Formule Volkswagen, dans l'équipe dirigée par Kurt Bergmann. Cette catégorie, c'est un peu comme une porte d'entrée pour les jeunes pilotes et l'avantage, c'est qu'elle ne coûte pas très cher. Cette même année, il devient le premier pilote à faire les 176 virages du Nürburgring en moins de 10 minutes dans une Formule V. Très obstiné, il aura marqué le manager de l'équipe, il ne s'achetait rien si ce n'était pas en rapport avec le sport automobile, portait toujours les mêmes vêtements, mais était déjà quand même assez endetté, ça ne résolvait rien au final. Et il le sait, Niki, pour continuer, il doit changer de catégorie. Très tenace, il arrive à rassembler assez d'argent et tout juste le bon nombre de sponsors pour faire son entrée en Formule 3 et piloter pour McNamara. Bon, alors cette saison-là, il ne se fait pas vraiment remarquer pour ses talents de pilote, mais plutôt pour ses accidents. Et dans la suite logique de Niki, c'est d'aller en Formule 2. Mais là encore, l'argent, c'est le problème. En 1971, March peut lui proposer un baquet en Formule 2, mais en échange, il leur doit un demi-million de shillings, soit environ 9000 €. Alors il rassemble l'argent nécessaire, parce qu'il faut savoir que Niki, s'il rentre dans une banque, il peut ressortir avec un sponsor. Alors certes, son nom peut l'aider, mais ses talents de négociateur, ça fait un peu tout quand même. Dans la tête de Niki, son plan c'est « J'ai des bons résultats, je suis embauché, je deviens pilote de Grand Prix, je règle mes dettes ». Mais ça se passe pas exactement comme ça. Surtout que rien n'annonce de lui un triple champion du monde au début de cette saison-là. Mais il réussit à avoir son coup d'éclat à Rouen où il termine 2e. Alors ok, il termine la saison 10e, mais il a réussi à prouver de quoi il était capable. Il a prouvé que c'était un bon pilote, qu'il avait du potentiel et surtout qu'il arrivait à communiquer pour régler sa voiture. Et ça, on le dit tout au long de sa carrière. Cette même année-là d'ailleurs, il fait une apparition en Formule 1 pour son Grand Prix national, mais déjà qu'il part 21e, en plus il est contraint d'abandonner. En 1972, la banque est d'accord pour financer une 2e année de suite Niki Lauda chez March. Mais son grand-père a décidé que non. Ouais, il veut pas que son petit-fils soit pilote. Et c'est pour, je cite, ramener le garçon à la raison qu'il va user de ses contacts pour rompre l'accord du prêt. Alors déjà que les relations étaient tendues avec le vieux Lauda, bah là je peux vous dire qu'il ne lui a plus jamais adressé la parole et ça jusqu'à la fin de sa vie. Parce que là Niki se retrouve avec un contrat chez March en tant que 2e pilote à la fois en Formule 1 et en Formule 2, mais sans argent.
Et là, ça coince. Il y a un moment donné où il va devoir les payer. Mais l'Autrichien trouve une solution. Il obtient un prêt de 38 000 livres sur 5 ans et ça sans intérêt auprès d'une banque qui lui demande juste en échange de mettre son logo sur le casque et sur la voiture. Mais le plus fort dans tout ça, ce n'est pas ça. Parce que sa garantie ici, s'il meurt, c'est son assurance vie. Et sa famille s'en porte garante. Maintenant, est-ce qu'elle est au courant ? Ça, c'est une autre histoire. Et en soi, c'est un énorme pari parce que même s'il ne meurt pas, il a encore plein de dettes à rembourser. Et dans les plans de Niki, la saison n'était pas aussi catastrophique. Alors certes, il termine 5e du championnat avec 3 podiums, mais à la clé, il n'a rien. Il n'a pas de baquet en Formule 1, mis à part des dettes. Alors ok, il a une place en F2 toujours chez March, avec la chance d'être pilote de test en Formule 1, mais qui aurait déjà abandonné à sa place. Et même Niki a avoué avoir pensé à mettre fin à ses jours. Mais je vous rassure, le tempérament du personnage a vite repris le dessus et ça n'a duré qu'une seconde, et heureusement. Alors normalement, dans des situations comme ça, on revoit ses objectifs à la baisse. Mais pas pour Niki. Lui, il veut être pilote de Formule 1. Il n'a jamais rien abandonné. C'est ça Lauda, c'est ne jamais rien lâcher. Pour 1973, il contacte Louis Stanley, le directeur de BRM, et il lui dit qu'il veut piloter leur Formule 1 et que bien sûr il a un sponsor. Et là, peut-être que vous voyez le coup arriver, parce qu'il n'a pas de sponsor. Alors pour les négociations avec Stanley, Niki Lauda avait un banquier avec lui qui ne savait pas très bien parler anglais et il a du coup arrangé un peu le contrat à sa sauce. Et dans le contrat, le sponsor est censé payer BRM en mai, ce qui permet à Niki d'avoir la 3e voiture pour les Grands Prix. Les roulements de tambour, l'argent il l'a pas Niki. Mais il a fait ses preuves et il a impressionné Stanley qui le laisse piloter la 3e voiture jusqu'à la fin de saison et ça sans sponsor. Mais encore mieux, il lui propose un contrat sur 2 années où il est rémunéré 30 000 livres par an. Bien sûr, le soir même, Niki signe le contrat. Après 5 ans de galère parce qu'il n'a pas l'argent qu'il lui faut, qui n'aurait pas signé à sa place ? Même s'il ne s'agit pas de la meilleure monoplace de la grille. Mais surtout qui, pendant autant d'années, serait capable de tenir longtemps avec autant d'incertitudes ? Il n'y en a pas beaucoup, mais Lauda en fait partie. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce serait beau de finir là-dessus, mais l'histoire nous a encore offert quelque chose de meilleur. Luca Di Montezemelo contacte Lauda, vous voyez de qui je parle ? Ferrari. Lui aussi a été impressionné par Niki Lauda, surtout à Monaco, forcément il était devant ces 2 voitures. Ferrari veut donc avoir Niki dans son écurie pour la saison prochaine. Mais 2 jours plus tôt, il signe son contrat avec BRM. Mais ça, ce n'est pas un problème pour l'écurie italienne qui va s'occuper de tout. Je vous laisse deviner chez qui Lauda s'est retrouvé en 1974. Bien sûr, c'est Ferrari. Alors oui, financièrement, tout aurait pu être plus simple pour Niki. Et malheureusement, il n'a pas pu prouver à son grand-père, décédé en janvier 1974, qu'il était fait pour ça. Qu'il allait remporter son premier Grand Prix avec Ferrari cette même année, et que la saison suivante, il serait même champion du monde. La deuxième passion de Niki Lauda, c'est l'aéronautique. En plus d'être pilote de Formule 1 et d'avion, il a également sa compagnie aérienne, Lauda Air. Alors oui, je m'éloigne un peu du sujet principal de cette chaîne, la Formule 1, mais ce dont je vais vous parler ici illustre parfaitement le caractère de Niki Lauda, cette manière de toujours se battre, de ne jamais rien lâcher, là où beaucoup auraient déjà abandonné. Lauda Air a eu ses moments de gloire, tout comme ses moments de tragédie. Le dimanche 26 mai 1991, le vol Lauda Air 004 reliant Bangkok à Vienne disparaît des radars à 16h17 heure locale, soit 15 minutes après avoir décollé. Inutile de vous faire un dessin, l'avion surnommé Mozart s'est crashé dans la forêt thaïlandaise. Sur les 223 personnes à bord, aucun survivant. À l'instant où Niki a appris qu'il y avait eu un problème sur l'un de ses avions, il s'est de suite rendu à Bangkok. Parce qu'il savait que Boeing ne donnerait que très peu d'informations sur les circonstances de l'accident. Et il avait raison. Et il avait dit, lors d'une interview, « De toute ma vie, je n'ai jamais vu un désastre de cette ampleur. Je n'avais jamais vu des gens morts, décapités, sans bras. C'était la pire expérience que vous puissiez imaginer, une scène que je n'oublierai jamais. » Et d'ailleurs, sur le lieu de l'accident, il voit que l'inverseur de poussée est déployé sur l'un des 2 moteurs. L'explication qu'il a, c'est ce qu'il se passe quand un avion s'écrase au sol depuis cette altitude. Mais retenez bien ce détail. Niki a beaucoup pleuré pendant cette période-là, mais bien sûr toujours tout seul. Son objectif, c'est de donner une raison, une explication aux familles, aux proches qui avaient perdu un être cher. Beaucoup de proches le contactaient régulièrement, mais aucun ne s'en est pris à lui. Et ça, c'est parce que dès le début de la tragédie, il leur a promis qu'il allait trouver une raison à cet incident. Alors forcément, il y a une enquête officielle. Il y en a même plusieurs, mais il y a aussi celle de Lauda, qui ne lâche rien et qui déclare même fermer sa compagnie si c'est de sa faute. Pendant 8 mois, Lauda Air est le responsable de ce crash. Et il y a une grosse bataille avec Boeing pour en trouver la cause. Certains proches de Niki Lauda ont déclaré ne l'avoir jamais vu autant concentré sur un sujet que celui-ci.
Après l'enterrement des 23 victimes non identifiées dans une tombe commune à Bangkok, Loda s'est immédiatement rendu à Seattle, là où le siège de Boeing se trouve. Il savait qu'à l'aéroport, il allait croiser un pilote qui lui a expliqué que l'inverseur de poussée était bel et bien la cause de ce crash et qu'il était impossible de récupérer l'avion sur le simulateur. Et vous commencez à connaître le personnage, Nicky s'est rendu au siège et a exigé de rentrer dans ce simulateur. L'accès lui était interdit jusqu'à ce qu'il leur dise « Écoutez, c'est mon putain d'avion, c'est mon nom, mon accident, alors laissez-moi faire ». Alors bien sûr là ils ont accepté que Nicky rentre dans le simulateur et lui non plus évidemment n'arrivait pas à reprendre le contrôle de l'avion une fois l'inverseur de poussée déployé. Il connaît donc bel et bien la cause de ce crash, ce à quoi il demande à Boeing donc de faire une déclaration officielle. Forcément l'entreprise n'est pas d'accord, elle dit qu'il faut faire vérifier tout ça par des avocats et que ça va prendre plusieurs mois. Vous pensez vraiment que Nicky allait attendre plusieurs mois ? La réponse de l'Autrichien, c'est d'organiser une conférence de presse le lendemain pour annoncer qu'il va prendre un Boeing 767 avec la même charge que l'avion accidenté et que l'inverseur de poussée sera déployé en plat vol et que du coup, tout se passera bien. Et ça, en mémoire des victimes. Je peux vous dire que Boeing n'a pas tardé pour faire une déclaration officielle et après 8 mois de lutte et d'enquête, le constructeur était donc le responsable du crash. Si vous demandiez à Nicky quelle avait été la pire chose dans sa vie, ce n'était sûrement pas son accident au Nürburgring en 1976, mais c'était bel et bien cet accident d'avion. Il disait « Quand je risquais ma vie, c'était mon choix. Là, des gens avaient été tués dans mes avions. J'étais détruit. » Quand on dit que Niki Lauda est une légende, ce n'est pas seulement pour ses 3 titres mondiaux. C'est tout ce qu'il y a autour, sa force de caractère, les décisions qu'il a prises dans sa vie de pilote, tout comme dans sa vie de businessman ou bien de conseiller et de directeur d'écurie. C'est tout ce qu'il a construit autour de son personnage et il y a encore des choses à dire, notamment sur son pragmatisme, sur sa manière de trouver une solution à chaque problème, parfois provocatrice, je vous l'accorde, mais ça, c'est Loda. Et on se retrouve très vite pour le 2e épisode consacré à la personnalité de ce pilote. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à la repartager, tout comme à laisser un petit commentaire, mais également à t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux et également à la chaîne. Je te dis à bientôt et j'ai toujours pas de fin.